Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi sous le soleil et traversé quelques nuages dans des moments noirs, pendant lesquels vous avez cessé de croire aux couleurs de la vie. Vous le racontez pour la première fois dans un livre Confessions. Bonjour Chico. Bonjour. Alors Chico et les gypsies, bien sûr tout le monde connaît, mais on connaissait peu votre vie. Et moi-même qui vous connais, j'ai appris beaucoup de choses en lisant Sous les étoiles gitanes, ma vie avec les gypsies chez Robert Laffont, dont on va parler tout à l'heure, puisque c'est le livre que vous publiez, ainsi qu'une série de concerts dans les églises, ce qui est nouveau pour vous, je crois. Nouveau, mais quel bonheur. Voilà. Alors, le principe des clés d'une vie, vous le savez, ce sont des dates clés, et des dates clés que j'ai repérées dans le livre. On va commencer par les évoquer à travers une première date qui est le 28 septembre 1978, car ce soir-là, Brigitte Bardot fête ses 44 ans, et par hasard, vous allez vous retrouver à cet anniversaire. C'est vrai, je vais acheter des cordes de guitare dans un magasin d'instruments, de musique, et le propriétaire me dit « Tiens, c'est bien que vous soyez là, il y a un anniversaire sympathique qui se prépare, et c'est pour Brigitte Bardot. » À Saint-Tropez. À Saint-Tropez, et il me dit « Est-ce que ça vous dit ?» Je dis « Ça me dit plus que ce que ça me dit. » J'étais vraiment ravi, et puis on s'est retrouvés dans cet anniversaire, et quel bonheur, et quelle aventure qui a démarré. Alors, parce que vous la connaissiez pas, Brigitte, à l'époque? Non, je la connaissais pas. Je l'avais croisée une fois ou deux dans les soirées qu'on me faisait au Byblos, à Saint-Tropez ou ailleurs, mais elle était inapprochable. Voilà. Donc c'était un restaurant, la Cabane Bambou, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis vous avez commencé à mettre l'animation, et elle a commencé à danser. Elle a commencé à danser, elle a chanté, elle a dansé, elle a joué des maracas, elle a joué de la guitare, elle joue de la guitare aussi. Et ça a été un moment vraiment merveilleux, extraordinaire. Ça a été une découverte pour elle comme pour vous? Elle, je crois qu'elle connaissait la musique gitane parce qu'elle était adepte un peu de Manitas de Plata, de José Reyes déjà à l'époque. Mais c'est vrai que là, elle a découvert Nicolas avec cette voix extraordinaire. Et nous, on est arrivés comme des petites fleurs à Saint-Tropez. Et franchement, c'était magnifique. Mais la danse a toujours été importante chez Bardot. D'abord, elle voulait être danseuse à ses débuts. Et ensuite, quand elle a dansé le mambo dans une soirée par hasard avec Roger Vadim, il a dit ça c'est bien. Et il a ajouté la scène clé de ce qui est devenu Et Dieu créa la femme. Et je crois que tout est parti de cette danse, en fait. Ça s'est jamais arrêté. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin de la soirée, elle vous a dit, Brigitte Bardot, Chico, combien je vous dois? Voilà, elle me dit combien je vous dois. Et moi, je lui dis, mais non, c'est plutôt moi combien je vous dois. Et à ce moment-là, elle me dit, non, mélange pas le travail. Et je dis, mais c'est pas du travail, c'est que du bonheur, du plaisir. Et je lui dis, vous savez quoi, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et elle me dit, bon, si c'est dit comme ça, je l'accepte, mais alors venez déjeuner demain à la Madrague. Et voilà. Et une amitié et une aventure a démarré ce jour-là. Et vous avez découvert la Madrague, qui est un lieu étonnant. Magnifique. Alors, c'est un lieu étonnant, mais en même temps, c'est pas un grand lieu. Hein. Non. On pourrait penser que c'est genre le château de Bardot, mais pas du tout. C'est une petite maison au bord de l'eau, magnifique, avec. On sent que ça a été fait avec plein d'amour. Oui, en fait, elle l'a acheté un dimanche, elle cherchait une maison dans la région. Sa mère lui téléphone en disant « J'ai quelque chose qui marche bien, mais tu tournes la vérité, comment tu peux faire ?» Elle est venue le week-end, elle a pris le train, elle a vu la maison le dimanche matin, le notaire a ouvert son étude l'après-midi, elle a signé la maison. Non, mais c'est Bardot. Voilà. Exactement. Alors, pour vous, tout a commencé non pas à Saint-Tropez, mais à Arles, où vous avez grandi, Chico. Oui, j'ai grandi en Arles et j'ai rencontré une famille de gitans qui était la famille Reyes, dont le papa José était le chanteur de Manitas de Plata, et les enfants Nicolas, Pachai, Canut, enfin, ils sont 5 frères. Et voilà, je suis rentré dans cette famille ce jour-là et j'en suis jamais plus sorti. Oui, à tel point qu'on pense aujourd'hui que vous êtes gitan. C'est vrai. Mais voilà, peut-être... C'est parce que... Et en plus, moi, toute ma vie, en fait, quand je parlais au nom des Reyes, enfin, au nom du groupe, qu'on soit Los Reyes ou Gypsy King, je disais toujours « nous »,« on », parce que je voulais pas me mettre en avant. Mais le jour où on s'est séparés, à ce moment-là, je me suis retrouvé, moi, avec ma vie et mon histoire, et j'ai commencé à dire « je ». Voilà, je et Chico, surtout. Et Chico, ouais. Car Chico, c'est un surnom. C'est un surnom, je m'appelle Jaloul, et puis c'est un surnom qui m'a été donné quand j'étais très petit, parce que j'étais toujours avec des grands, des Espagnols, des Gitans, et quand j'étais pas là, ils disaient « il est où le Chico ?» et ça m'est resté comme un tatouage. Oui, car en fait, vos parents sont arrivés en Arles après avoir quitté l'Algérie et le Maroc. Voilà, dans les années 50, c'est une famille d'émigrés, un peu classique, qui atterrissent en Arles et heureusement qu'ils atterrissent à Arles, que vous imaginez, pour moi, ce destin qui va se développer et qui va vivre des choses merveilleuses. Un petit garçon comme ça, d'une famille d'émigrés qui se retrouve avec des gitans, mais les gitans de l'époque, c'était pas les bamboléos d'aujourd'hui, quoi.
Et mes parents pensaient que j'étais même perdu parce que j'allais avec des gitans. Oui, parce qu'à l'époque, on disait, ce sont des voleurs de poules. C'est ça. Il y avait une espèce de cliché, mais incroyable. Et moi, non, pas du tout. Je me suis retrouvé très heureux avec eux. Et puis finalement, de vivre avec eux et de vivre cette belle aventure avec eux, quelque part, on a un peu redoré le blason qui existait déjà. Alors, il faut savoir que vous avez grandi, Chico, dans une famille très modeste. Votre père travaillait énormément. Oui, mon père était manœuvre maçon, il travaillait beaucoup. Et vous imaginez, on était 7 filles et garçons dans la famille. Mais on n'a jamais manqué de rien. Et puis, on n'a surtout pas manqué d'amour. On a eu une famille aimante et c'est magnifique. Et ce qui est étonnant, c'est que votre père s'appelle Bouchiki et votre mère Bouchikri. Non, mais incroyable, c'est le R qui les séparait et qui les a réunis. En fait, ils venaient du Maroc et de l'Algérie. Voilà, c'est ça, c'est fou. Hein. Et je crois que peut-être dans la lignée, je sais pas, c'était peut-être... mais c'est un destin très particulier aussi. Hein. Oui, et en même temps, votre père ne partait jamais en vacances. Jamais. Je crois qu'il voyait la mer quand il prenait le bateau pour rentrer au Maroc ou en Algérie. Et ça me faisait beaucoup de peine. Oui, mais en même temps, c'était courageux. Ah ben, écoutez, franchement, les personnages de cette époque-là, ils étaient vraiment très courageux parce que c'était des aventuriers quelque part. Ils partaient vers l'inconnu. Et cet inconnu, surtout à l'époque, tous ceux qui venaient disaient on va travailler quelques années, puis on rentre chez nous. Et en fait, ils ne sont jamais rentrés. Voilà. En plus, les appartements étaient modestes. Vous n'avez pas eu tout de suite le confort habituel. Pas du tout. On n'avait pas de salle de bain. Les toilettes, il fallait descendre dans la cour en bas. La douche, c'était une grande plate pour se laver. Enfin, c'était à l'ancienne, quoi. Mais c'était que du bonheur autour de ça. C'est pas grave, ça. Tout ça, après, on a apprécié beaucoup plus quand justement le confort est arrivé. On l'a vraiment apprécié à sa juste valeur. Alors, il y avait un quartier d'Arles qui s'appelle Pont de Croix, et c'est là où vous avez grandi. C'est là où j'ai grandi, de 3 ans à 12 ans. J'ai grandi là. J'étais à l'école, à la maternelle là-bas, jusqu'à... À Clairefontaine, je crois. Franchement, je ne me rappelle pas. C'est la Clairefontaine. Ah ouais. On peut renseigner. Et on commence à Clairefontaine et on finit ensuite à l'école élémentaire Cyprien Piliol. Exactement, ouais. Et c'est incroyable parce que c'était, voilà, j'ai grandi là-bas avec tous mes copains et puis quelle vie. Mais moi, j'étais très turbulent à l'époque. Hein. Ouais. Tous mes copains, leurs parents leur disaient, mais attention, ne fréquente pas Chico, il ne faut pas aller avec lui. Oui, parce que votre école, c'était l'école de la rue. Ah, ça a toujours été l'école de la rue. Vous savez que les 2 dernières années de mon école, il y a un prof qui m'a dit, mais tu viens pas et j'avertis pas tes parents, t'inquiète pas, ils sauront pas que tu viens pas à l'école. Mais comment ça se fait? Parce qu'ils étaient contents que je sois pas là et moi j'étais content de ne pas être là et d'aller me promener. Oui, et puis vous jouiez avec un lance-pierre aussi, ça plaisait pas à tout le monde. Ah ouais, moi j'ai fait quand même quelques bêtises. C'est-à-dire? Avec le lance-pierre, par exemple, j'ai cassé une fois une vitre et une voisine a été accusée. Et vous allez pas le croire, je lui ai dit 50 ans après. Parce qu'on a gardé des relations et je lui ai dit, tu sais quoi, Christiane, elle s'appelait Christiane, je lui ai dit, je vais t'avouer un truc, il y a prescription, ça fait 50 ans, et la vitre, c'est moi qui l'avais cassée, on était passé au tribunal et tout. Et elle me dit, mais tu te rends compte que le président du tribunal, il me disait, alors madame, racontez-moi comment vous avez fait pour casser cette vitre. Elle dit, mais je ne peux pas vous raconter, c'est pas moi. Et à l'époque, il y avait quand même un confort à la maison, c'est la télévision, ce qui vous a permis de découvrir, entre autres, ce feuilleton. Belphégor. Ah, il nous faisait peur, Belphégor. C'est que ça vidait les salles le samedi soir. Ah non, mais ça faisait peur. Franchement, c'était incroyable. C'était bien fait. Hein. C'était très bien fait. Et la télé, vous imaginez, nous, on a commencé à regarder la télé chez les voisins. Quoi. On allait là-bas comme un pèlerinage. Quoi. On regardait ça, on attendait qu'ils allument, on ne faisait pas de bruit. Et puis un jour, notre père nous a offert une télévision et on a attendu le gars qui vienne l'installer, mais on croyait que c'était... Aujourd'hui, je dirais presque que c'est le pape qui vient chez nous. Quoi. Et puis il y avait la musique que vous avez découvert grâce à un de vos frères, Ahmed, et grâce à ce musicien. Boom Boom, John Lee Hooker. Et c'est vrai que cette musique américaine, c'est la base de vos trouvailles musicales gitanes. Ah, franchement, mais j'ai adoré. Il m'a fait découvrir un univers musical incroyable, le blues, le rhythm and blues, le rock'n'roll. Et en fait, avec John Lee Hooker, là, moi, j'ai compris avec les gitans, plus tard, hein, mais j'ai compris que notre musique, en fait, déjà les gitans, je les ai comparés un peu aux bluesmen d'Europe.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gitans? Qu'est-ce que nous, on a fait, surtout les Los Reyes et les Gypsy Kings? C'est comme les bluesman. Les bluesman, ils chantaient avec une guitare, puis un jour, ils ont branché leur guitare électrique et c'est devenu du rock'n'roll. Et nous, on a fait quelque part un peu cette démarche sans le savoir, quoi. C'est après qu'on l'a réalisé. Oui, et guitare que vous avez appris avec un morceau de carton. C'est ça, c'est un copain gitan qui m'a dit, écoute-moi, regarde, il m'a plié le carton en deux, il m'a dit, quand tu arriveras, écoute ce rythme, quand tu vas voir ça, là, tu vas commencer à jouer. Ouais. Alors, c'était pas évident tout de suite. Vous avez fait toutes sortes de petits métiers. Le plus étonnant, je crois que c'est à Londres. Vous avez réussi à être engagé dans un hôtel sans parler un mot d'anglais. Ah ouais, tous mes copains se faisaient engager. Moi, j'étais le seul à pas travailler. Je disais, mais c'est pas possible. Puis un jour, j'ai un copain qui me dit, parce qu'on habitait tous ensemble, il me dit, je vais arrêter de travailler. C'était à l'hôtel Intercontinental, vous imaginez? Oui. Mais je lui dis, fais-moi embaucher à ta place. Il me dit, mais tu peux pas, tu parles pas anglais. Ben, je lui dis, écoute, on peut toujours essayer. Puis il me dit, bon, oui. Et puis le lendemain, on retourne. Il me prend un rendez-vous et on va à ce rendez-vous. Et je lui dis, écoute, quand il faut dire oui, tu me touches pas. Et s'il faut dire non, tu me fais un petit coup de pied. Et on était assis à côté l'un de l'autre. Et finalement, mais incroyable, je me suis fait embaucher parce que la femme me disait elle me posait des questions. Je disais yes, no. Et puis à la fin, elle m'a dit à demain. Et puis je suis revenu le lendemain, je suis resté 2 mois. Et voilà comment ça a commencé. Mais ensuite, il y a eu la musique et on va évoquer une date importante dans votre carrière, le 12 septembre 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Chico. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chico pour la sortie de ce livre Sous les étoiles gitanes, ma vie avec les gypsies chez Robert Laffont, où on apprend beaucoup de choses, on va en parler tout à l'heure. Et puis ces concerts dans les églises avec un album de chants sacrés pour Noël, ça tombe bien à quelques jours de Noël. Alors, dans votre parcours, il y a une date importante, c'est le 12 septembre 1987. Une chanson est devenue le générique d'une émission de Patrick Sébastien sur la 5. Alors c'est le générique de Farandole, on l'a un peu oublié. Quand Patrick Sébastien est passé sur la 5 à la demande de Berlusconi, il est allé sur cette chaîne parce que quand il est arrivé à Milan, Berlusconi avait préparé 3 filles, une blonde, une brune et une rousse pour l'accueillir. Donc le contrat s'est signé dans la foulée. Non mais Patrick Sébastien, moi je l'ai rencontré quelques mois avant à Saint-Tropez et il me dit, Chico, je vais faire une nouvelle émission et j'aimerais bien une musique gitane pour l'animer et fais-moi quelques propositions. Donc on lui fait 2 propositions nouvelles, puis la 3e je mets Bamboléo. Il écoute ça, il me dit mais c'est ça, il me dit mais je te le produis, je dis c'est trop tard, ça a été fait. Voilà, en fait cette chanson existait depuis longtemps, comment elle est née? Ben en fait, il y a Simon Diaz qui avait fait une petite partie, c'est un chanteur vénézuélien. Il y avait Carmen, je ne sais plus, qui avait fait une autre partie, et nous, on a fait tout le reste, et en fait, c'est devenu une chanson culte aujourd'hui. Oui, mais en même temps, au départ, on l'entendait dans les discothèques quand le disque n'existait pas. Ouais, mais nous, en fait, c'est sur la plage de Saint-Tropez. En fait, on l'a tellement chanté dans les soirées, et les gens sont tellement amusés, montés sur les tables, que cette chanson nous paraissait une évidence. Oui, mais il a fallu faire le disque. D'ailleurs, le disque, au départ, vous le vendiez à la fin des concerts. On le vendait à la fin des concerts, et puis aucune maison de disques le voulait. Comment ça se fait? Parce que musique gitane, c'était pas d'actualité. Et finalement, le producteur qu'on avait à l'époque a fait une petite distribution personnelle. Et de fil en aiguille, Énergie a écouté. Et puis c'est quand eux l'ont passé, bon, c'est parti. C'est parti. Alors il fallait aussi trouver un nom parce que les Gypsy Kings, c'est né aussi d'une longue réflexion, Chico. À très longue réflexion. Et puis parce que déjà... Très tôt, j'avais réalisé que notre musique était internationale et qu'il nous fallait un passeport international. Et parce que de Saint-Tropez, avant d'avoir le grand succès, les gens nous emmenaient un petit peu partout, même avec des jets privés. On allait dans les Émirats, on allait en Europe, un peu en Amérique, aux États-Unis. Et puis, on nous demandait toujours comment vous appelez Los Reyes, mais ça voulait rien dire. Il y en avait des milliers de Los Reyes, du Paraguay, d'Espagne, Et donc un jour, j'ai décidé de changer de nom. Et puis Gypsy King m'a paru comme une évidence parce que les Kings, c'était les Reyes. En espagnol, c'est les rois. Oui. Et Gypsy pour des gitans. Donc j'ai mis Gypsy King, mais c'était évident. Sauf qu'à l'époque, personne n'en voulait. Même pas les maisons de disques qui me convoquaient, qui me disaient « Mais Chico, c'est pas du rock'n'roll, vous n'êtes pas anglais, ça va pas, Los Reyes, on arrive à vous identifier. » Et là, j'ai dit non, je suis resté dans
dans ma certitude. Et du coup, ça m'a valu aussi que le disque soit mis au placard. Oui. Mais c'est pas grave. Ça fait partie des choses qu'il fallait. Oui, mais quand le disque assumer. est sorti, il est diffusé dans 10 pays, je crois. Oui, mais il est sorti 7 ans après. Oui. Parce qu'on a changé le nom en 1981 Oui. et le succès est arrivé en 1987. Donc vous imaginez, ça fait quand même quelques années, quoi. Voilà. Mais en même temps, vous la jouiez déjà partout et elle a été reprise partout. Je crois que même Julio Iglesias l'a chantée. Iglesias l'a chanté, et puis beaucoup, Fania All-Star l'ont chanté. Enfin, beaucoup de gens l'ont reprise. Alors, il y a un point commun aussi entre Iglesias et les musiciens des Gypsies. Un jour, je devais faire un enregistrement avec Julio Iglesias qui devait lire un livre en français. Il ne savait pas lire en français, même s'il parlait français. Et le problème de vos musiciens aussi, c'est que lire le journal ou une carte de restaurant, c'était à l'envers. Ouais, c'est vrai. Mais une fois, on est passé ensemble à Monaco, au Sporting. Oui. Et puis, il nous a dit, mais j'adore ce que vous faites. Il me dit, mais c'est un miracle ce que vous avez fait. Alors, attention, au deuxième album, il faut qu'il soit aussi bon. Oui. Et puis, à l'époque, il a parlé au producteur, à Martinez. Il lui dit, et puis toi, fais attention de ne pas les séparer. Voilà. C'était prémonitoire. Alors, ce deuxième album, justement, ça a été un immense succès. C'est aussi un classique que vous avez adapté à votre façon. Alors, c'est une chanson au départ de Domenico Modugno, en 58 pour le Grand Prix de San Remo, et ensuite le Grand Prix Eurovision. Et il a été le premier à gagner un Grammy Award de la chanson en 59. Et c'est la seule chanson non anglophone qui a remporté de telles récompenses. Mais vous imaginez que nous, on fait le tour du monde et cette chanson est devenue un hymne à la fête. Mais du Japon ou dans n'importe quel pays, tout le monde la chante. Et on nous a tellement identifié avec cette chanson qu'on pense que c'est nous qui l'avons fait, alors que c'est Modugno. Et cette chanson, elle est née parce que nous l'avions enregistrée pour le film de Gérard Houry, Oui. Vanille et Fraise. Oui. Et personne ne voulait la sortir non plus. Là Personne ne voulait la sortir et c'est moi qui ai dit mais c'est dommage cette chanson, il faut la sortir parce que j'avais des amis libanais à Saint-Tropez ou à Monaco qui adoraient cette chanson et quand je voyais que tout le monde la chantait, je me suis dit mais il faut la mettre et puis on a bien fait. Voilà. Alors, il se trouve que c'est aussi un immense travail, car vous êtes le musicien, mais aussi le chef de troupe. Car qui a organisé tous ces concerts, qui étaient en coulisses en permanence, c'était Chico. Ouais, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'intendance, qui s'occupe de l'arrière du décor, je dirais, mais un peu malgré moi, hein, c'est parce que les autres n'étaient pas... Ils s'en foutaient un peu, quoi. Eux, ils prenaient la guitare, ils chantaient, et moi, je faisais tout le reste, plus prendre la guitare et chanter avec eux. Oui, et puis ils étaient loin de la famille et ça les emmerdait. Ah, complètement. C'est pour ça qu'à Saint-Tropez, j'ai carrément amené la famille avec moi un jour. J'ai le campement, je l'ai amené à Saint-Tropez, sur la plage de Pampelonne. Il y avait Robert Rameau qui avait la plage de Montréal et qui nous avait laissé 2 hectares clôturés à 50 mètres de la plage. Et là, pendant des années, on a vécu un rêve merveilleux. Voilà. Il se trouve aussi que le rêve, c'était les concerts que vous avez donnés. Je crois qu'un jour, vous vous êtes retrouvé au Royal Albert Hall de Londres, avec dans la salle Elton John et la princesse Diana. Voilà, Diana nous avait envoyé un petit message qu'elle ne pouvait pas être là. Il y avait Elton John, il y avait Eric Clapton qui est venu nous voir à la fin du concert dans les loges et qui nous dit magnifique, le guitariste soliste, magnifique. Mais en fait, on ne le connaissait pas. Et quand il est parti, le manager arrivé à ce moment-là, il nous dit mais vous vous rendez compte qui c'est qui est venu? Et on lui dit non. Il nous dit mais c'est Eric Clapton. Et vous avez aussi refusé la première partie des Rolling Stones. Ouais, parce qu'on avait un mariage et puis Oui. c'était compliqué. Et puis comme on s'arrêtait pas de travailler, on faisait le tour de la planète. En fait, la majorité du groupe a dit non. Moi, j'avais dit oui, hein, mais la majorité a dit non, donc on a suivi le Vous avez donné groupe. 40 concerts en 6 semaines. Ah non, mais c'était infernal, quoi. C'était incroyable. Et le plus étonnant, c'est quand même un concert que vous avez donné dans une maison de retraite où se trouvait Jeanne Calment. Voilà, ça c'est parce que j'ai mon frère Chaïb qui travaillait là-bas, qui s'occupait de l'animation, et un jour il me dit ça serait sympa de venir chanter pour les petites personnes âgées pour qui je m'occupe. Et du coup, on a été, Nicolas, son frère et moi, jouer pour ces personnes âgées. Et là, il y avait Jeanne Calment, donc, qui était la doyenne des Français. Et incroyable, elle nous disait, elle était tellement heureuse, elle disait, allez chez moi, chercher du champagne. et vous savez que ce jour-là, en fait, je me suis aperçu que c'était magnifique, tellement beau, que j'ai demandé à la directrice de l'établissement, en Arles, qui porte le nom de Jeanne Calment aujourd'hui, si je pouvais inviter toutes ces personnes
pour une journée. Et j'ai loué 2 bus et j'ai pris toutes les personnes qui n'étaient pas médicalisées et on les a menées en Camargue. On leur a offert une journée merveilleuse. Pour moi, déjà à l'époque, c'était une façon de remercier le bon Dieu de nous donner cette chance qu'on avait. Et le premier album d'or des Gypsy Kings, je l'ai offert à la maison de Jeanne Calment et il est encore accroché là-bas. Ah, Jeanne Calment qui était extraordinaire. Quand vous lui disiez à 2 mains, elle répondait à 2 pieds. Et elle recevait du courrier et Jeanne Calment en France, ça arrivait. Non, mais je vous raconte une anecdote, franchement, elle s'arrêtait pas, elle avait un humour incroyable et mon frère qui était là toute la journée, il me répétait ce qu'elle le disait. Et il y avait des Japonais journalistes qui étaient venus qui lui disaient « Mais madame, à votre âge, vous vous rendez compte, vous êtes jeune encore, vous n'êtes pas ridé. » Et là, le regarde, lui dit « Vous savez quoi, j'ai une ride, vous la verrez jamais parce que je suis assis dessus toute la journée. » Incroyable. Non mais elle avait fait une affaire extraordinaire, surtout en vendant en viager son appartement. Je crois que le fils du notaire l'a payé pendant des années. Pendant des années. Et vous savez quoi, moi j'ai acheté l'appartement du dessus. Et j'en avais fait des bureaux à l'époque. Et je connaissais le maître Raffray, donc, qui était le notaire qui avait signé. Et un jour, j'ai une amie qui me dit « Ah tiens, je cherche un appartement avec une terrasse. » Et ça correspondait complètement. Donc j'appelle Maître Raffray. J'ai dit « Maître Raffray, j'ai une amie qui veut acheter un appartement. » Il me dit « Non, mais vous savez bien que je ne peux pas la vendre. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas durer 107 ans. » Et le pauvre, c'est lui qui est mort avant elle. Voilà, ça a duré 122 ans et demi. Incroyable. Ah bah ça, c'est effectivement de bonnes anecdotes, mais il y en a beaucoup d'autres dans ce livre. Et puis il y a des passages plus complexes que vous révélez pour la première fois. Et on va les raconter à travers la date de sortie du livre, le 17 octobre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Chico. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chico. La sortie le 17 octobre 2024 d'un livre, Sous les étoiles gitanes, ma vie avec les gypsies, chez Robert Laffont. Pourquoi avoir aujourd'hui fait ce livre? Parce que beaucoup de gens vous connaissent, mais ne connaissaient pas les dessous justement de votre vie professionnelle. Mais c'est pour ça que j'ai raconté aujourd'hui, parce que j'ai un certain âge aujourd'hui, on dirait l'âge de la sagesse, et j'ai envie de laisser à mes enfants, à mes amis, à tous ceux qui nous connaissent sans nous connaître, cette histoire incroyable qui est quand même un destin particulier. Oui, qui a débuté d'ailleurs à Saint-Tropez, où vous êtes allé sans imaginer ce qui allait se passer. Bah, jamais de la vie, mais en fait c'était le destin qui se mettait en place. Hein. On a l'impression qu'on avance un peu avec le hasard, mais non, il y a une vie avec. C'est-à-dire quand on la vit et qu'on regarde derrière ce qui s'est passé, on se dit que quand même il y avait des chemins qui étaient tracés, quoi. Voilà, il fallait suivre le chemin. Alors ça commence parce que vous venez un dimanche à Saint-Tropez pour faire de la musique sans imaginer que vous allez revenir tous les dimanches. Pas du tout. D'abord, c'est parce qu'on est tombé en panne d'essence et qu'il nous fallait jouer. Et pour pouvoir avoir de l'argent pour remettre un peu d'essence. Et puis, je demande à des gens à quel endroit ça se passe. Enfin, où c'est qu'il y a un restaurant sympa. Et on me dit la plage de Tahiti. Et on vous dit Tahiti au départ. Ouais, au départ, le premier à qui je demande, il me dit allez à Tahiti. Et moi, je regarde mes copains, je dis mais pas pour un con ou quoi. Et puis le deuxième me dit la plage de Tahiti, un restaurant et tout. Et puis on y va. Et puis le patron, ça s'est joué à rien, quoi. Le mec, il nous a regardé des pieds à la tête. Et puis il a regardé le ciel, il y avait des nuages. Et il nous dit écoutez, jouez. De toute façon, il y aura peut-être plus de soleil avec votre musique. Et puis ça a commencé comme ça. Et ensuite, vous êtes venu tous les dimanches. Ah ben quand on a vu ce qu'on a ramassé à l'époque, on s'est dit mais c'est ici les vendages. Et on est revenu tous les dimanches matin, jouer le midi et repartir le soir. Et puis ensuite on est resté 2 jours, 3 jours, 4 jours jusqu'à ce qu'on est resté tous les étés. Oui, car il y a eu bouche à oreille. Je crois qu'il y a une baronne qui a été un peu votre attachée de presse, si j'ose dire. La baronne de Rothschild, Jacqueline, qui s'appelait Jacotte, merveilleuse, une femme incroyable qui a vraiment été très importante pour nous et qui était... voilà, elle nous a un peu éduqués, c'est un peu notre porte-bonheur, et puis elle nous a ouvert des portes, elle a été merveilleuse. Oui, parce que Saint-Tropez, ce n'est pas encore le Saint-Tropez d'aujourd'hui un peu pagailleux, il y a beaucoup de familles riches qui organisent des fêtes en permanence. Ah ben nous on faisait que ça, à un moment donné, on est arrivé à Saint-Tropez, on faisait la Manche, mais ensuite on a commencé à faire des soirées privées, et ces soirées privées elles ont grandi, et puis surtout, à la fin, les gens organisaient leurs soirées en fonction de notre disponibilité. Incroyable. Ils nous disaient, mais vous pouvez venir tel jour. Je disais, non, on est déjà pris. Ah bon, donc je remets le lendemain, le surlendemain. Incroyable. Alors, c'était l'époque où il y avait Eddie Barclay qui ne vous a jamais engagé. Et, il ne nous a pas engagé le groupe pour enregistrer, mais par contre, il nous prenait pour ses soirées blanches. Oui. Et malheureusement, il n'a jamais saisi
qu'on pouvait faire autre chose que des animations à Saint-Tropez. Mais c'est assez bizarre parce qu'il avait le flair, justement. Il aurait dû comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. Il s'est fait insulter par ses amis qui lui ont dit « Mais tu te rends compte, les Gypsy Kings, tu les avais dans ta main pendant 10 ans? Et comment c'est possible ?» Mais en fait, les gens nous ont tellement vus dans des décors d'animation, dans les villas, dans les maisons, sur des bateaux, que pensaient qu'on pouvait peut-être pas capable de faire autre chose, alors que moi, je rêvais que de faire de la scène. Alors, il se trouve aussi que vous avez rencontré des gens étonnants, dont Monsieur Opel, dont les voitures sont bien connues. Incroyable. Alors là, c'est lui qui m'a donné une leçon incroyable. On allait de la Voile Rouge à Montréal, puis là, il y a un gars qui vient et en short avec un bob sur la tête et qui me dit vous pourriez venir jouer pour un déjeuner demain. Je lui dis oui. Et il me dit combien vous voulez. Je crois qu'à l'époque, j'ai demandé peut-être 1000 francs ou 2000 francs, je ne sais plus. Il a fait un bond d'1 mètre. Il me dit mais vous vous rendez compte, vous n'êtes pas Manitas de Plata. Et je lui dis non. Et du coup, je lui dis qu'est-ce que vous nous proposez. Il m'a proposé peut-être 500 francs à l'époque. Et il vient nous chercher le lendemain en Riva sur le bateau, en bateau, donc le Riva sur le port, et il nous emmène dans une demeure qui était incroyable, avec un port particulier, tout ça. Et puis à la fin de l'animation, à la cuisinière, je lui demande, je lui dis, mais la maison, elle est à qui? Elle me dit, elle est à Opel. Et à ce moment-là, je dis, mais Opel, les voitures? Elle me dit, oui. Et le gars, et du coup, je me suis dit, mais tu te rends compte de ce mec qui nous l'a joué à l'envers? Mais en fait, ça m'a fait prendre conscience que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus la Manche. Parce que les gens, ils me disaient, mais vous gagnez rien avec la Manche, si je vous donne 300 francs ou 500 francs, c'est bien, quoi. Et en fait, de ce jour, on n'a plus jamais fait la Manche et on s'est fait respecter en demandant des petits cachets qui sont devenus normal. Voilà. Il se trouve aussi qu'il y a quelqu'un qui est très important à cette époque-là, c'est Enrico Macias. Ah, Macias, pareil. On l'a rencontré à Saint-Tropez, à Tahiti, à la Voile Rouge ou à Montréal. Et puis, de temps en temps, comme on posait les guitares, lui, il les prenait, et il jouait, et puis nous, on allait avec lui, on faisait le bœuf, et puis un jour, ça lui a donné l'idée on passait sur la plage, il me dit, les enfants, ça vous dirait pas de venir à l'Olympia avec moi? Et il nous a invités pendant 3 semaines à l'Olympia en 77. Et à l'époque, vous étiez totalement inconnu. Ah ben, totalement inconnu. On est parti à l'Olympia 3 semaines. Bon, après, on est retourné sur la plage quand même. Mais entre-temps, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, c'était ça qu'il fallait faire. Vraiment, j'ai eu le déclic à l'Olympia parce que tout le public, pendant 3 semaines, se levait au moment où on chantait et ils en redemandaient. Donc, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai pris une route que j'ai jamais lâchée. Donc, on est retourné à la plage et ailleurs. Mais ça a payé un jour. Oui, il se trouve en plus que Macias, vous avez fait faire des costumes spéciaux pour cet Olympia, Chico. Ah ouais, complètement. Ouais. Il nous avait fait des gilets brodés, des chemises amples blanches, des pantalons noirs. Enfin, il y avait une tenue qui était magnifique. Alors ensuite, il y a eu quand même des moments difficiles. Vous avez tout essayé avec des producteurs. Vous avez fait le Café de la Gare à Paris. Vous avez fait la Fête de la musique. Ça ne marchait jamais. Non. Tout le monde se régalait, mais personne n'avait le déclic. Et le seul qui croyait en nous et qui nous a aidés à l'époque, c'était Francis Lalanne, oui. qui nous a amenés, par exemple, à cette fête de la musique où il y avait 200 000 personnes en place de la Concorde. Et vraiment, quand il a re-signé son contrat avec sa maison de disques, il a dit, écoutez, moi, toutes les clauses me vont, mais il faut que vous re-signiez l'album de Chico, puisqu'on était chez Phonogramme avec lui, et des Gypsy Kings. Et finalement, il a obtenu, et c'est pas pour autant qu'ils nous ont... que ça a marché. Mais ça fait rien, ça a montré que vraiment, il y croyait et qu'il a été vraiment sympathique à l'époque. Il y a eu un autre déclic, c'est une exposition, une fête exposition que vous avez organisée à Nîmes. À les Mosaïques Gitanes, c'était mon bébé, c'était magnifique. En fait, c'était la première fois qu'il y avait un vrai festival de musique gitane et tzigane que j'ai ouvert à la World Music et on a passé des années incroyables. C'était parrainé par Jack Lang directement et par le maire de Nîmes. Et Jean Bousquet, qui était l'ancien couturier. C'est ça, et ils m'ont fait de Cacharel. Et ils m'ont fait une confiance incroyable, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le succès des Gypsy Kings. Moi, j'étais Chico d'un groupe de musiciens gitans. Et Jack Lang, d'ailleurs, je lui rends un hommage, parce qu'il était visionnaire, et puis vraiment, il aimait la musique et il aimait les artistes. Oui, et vous avez installé vos caravanes, je crois, devant les arènes de Nîmes. Devant les arènes, et puis ça a été magnifique. Nîmes a vécu... l'aventure gypsy avant l'heure. Il y a aussi un autre lieu qui a été important pour vous, Chico, c'est le Club Méditerranée. Ah ouais, franchement, le Club Méditerranée, c'était dans les années fin 70-80, très important parce que d'abord, ça nous permettait d'avoir un endroit où on dormait, où on mangeait, où on faisait la fête. Et le Club Méditerranée, ça a été une école pour nous, parce qu'on donnait des concerts 1 fois par semaine, par exemple. On était un peu les troubadours du village.
Et c'était un peu notre éducation qui se mettait en place. Le géo, vous avez repéré le chef du village, vous avez dit ça, c'est bien. Ouais, Stanley, ouais, c'était vraiment quelqu'un, Stanley Gore, qui a un visionnaire aussi. On est encore en contact aujourd'hui et je peux vous dire que ces souvenirs qui nous lient aujourd'hui, c'est magique. Et au Club Méditerranée, je crois, Chico, vous avez appris à vous exprimer. Voilà. Alors lui, il me disait, Chico, toi, il sentait que je sortais un peu du lot, alors il voulait m'éduquer un peu. Il me disait, écoute, prends le micro et tu essaye de faire comme ça, de parler comme ça, de respirer comme ça, et tu t'adresses. Enfin, vraiment, il me donnait quelques pistes qui m'ont servi. Regardez, aujourd'hui, avec vous, je suis à l'aise. Voilà, mais c'était pas le cas au début? Ah, au début, c'était compliqué. Moi, j'étais avec des gitans. Déjà, j'ai pas été à l'école. Enfin, c'était... Puis il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui raconte notre vie, donc je me suis jeté. Voilà, parce qu'effectivement, les gitans, une fois que le concert était terminé, ils disparaissaient. Ah, ils parlaient, eux, ils voulaient parler à personne. Et eux, c'était chanter, point barre. C'est pas facile à gérer ce genre de choses. Ouais, mais bon, en même temps, c'était les choses de ma vie, quoi. C'était un peu les clés à moi aussi de ma vie. Voilà. Alors, il y a une chanson, bien sûr, qui a marqué les Gypsy Kings et qui est toujours d'actualité, c'est celle-ci. Ça aussi, c'est un énorme succès. Incroyable. Alors, vous savez qu'on l'a sorti en 1981, ce titre. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la maison de disques qui me disait « mais Gypsy King, ça ne correspond pas », c'est à ce moment-là que j'ai changé le nom. Et vous imaginez que le titre est sorti 7 ans après. Mais quand même, à Saint-Tropez, ça faisait déjà un carton, c'était vraiment de partout. Et c'est sorti 7 ans après, quand Bamboléo est sorti. Alors, dans ce livre, vous racontez aussi ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que le disque est sorti, mais l'argent est allé ailleurs. Et vous êtes retrouvé traité d'escroc. C'est ce que vous n'aviez jamais dit, Chico. Ouais, je ne l'ai jamais dit, mais c'est vrai qu'après, il y a eu des rumeurs et tout, la séparation. Et en fait, la séparation, c'était simplement parce que j'avais osé demander des comptes à notre producteur qui ne correspondaient pas à la réalité du succès qu'on avait dans le monde entier. Ça arrive, hein. Ça arrive, oui. Mais sauf que quand ça vous arrive, c'est pas pareil. Et donc, le producteur, il a retourné le truc en disant « mais moi, s'il vous manque de l'argent, il faut demander à Chico », comme si c'était moi. Et en fait, le gars, c'était un escroc. Nous, on était naïfs, on arrivait de Saint-Tropez, on était jeunes, on avait des étoiles plein les yeux, et on s'est fait un peu arnaquer, beaucoup même. Beaucoup. Il y avait des sirènes d'alarme dans votre tête, vous n'avez pas senti? Ben, j'ai senti à un moment donné, mais quand j'ai voulu demander des comptes, en fait, on m'a jeté. Et donc, vous êtes retrouvé, mais vraiment, avec des procès insensés, avec des sommes insensées à verser. Ouais, mais les procès, c'est parce que la bêtise. Voilà. La bêtise du groupe et la manipulation du producteur qui n'avait pas intérêt à ce qu'on se reforme et qui me faisait des procès dans le monde entier. Et ce qui vous a sauvé finalement, c'est l'UNESCO. Voilà, l'UNESCO, ça a été... Moi, j'ai tout le temps dit qu'il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre, et celle-là, elle a été merveilleuse. L'UNESCO, ça m'a permis d'être ambassadeur de bonne volonté pour la paix pendant 25 ans. Et c'était merveilleux. Oui, et c'est né, curieusement, parce que les Gypsy Kings n'ont pas vu venir. Vous voyez que c'est un destin particulier, quand même. Hein. Ouais, le matin, ils devaient partir à Oslo pour jouer pour le premier anniversaire du traité de paix pour Shimon Peres, Arafat. Et puis, ils ne se sont pas levés. Et là, du coup, c'est catastrophe. L'UNESCO m'a demandé de venir les sauver, ce que j'ai fait. Et puis, de là... on m'a nommé ambassadeur pour la paix, mais sans savoir qui j'étais. C'est ça qui est incroyable. Ils l'ont su 1 an après. C'est fou, hein. Alors, ce qui est fou aussi, et vous le racontez avec beaucoup d'émotion, c'est l'assassinat par erreur de votre frère. Ouais, alors là, c'était l'histoire du Mossad et de mon frère qui venait de trouver son petit paradis sur terre et qui venait de se marier à une Norvégienne. Il a été pris par erreur, en pensant que c'était un des responsables des attentats de Munich l'année d'avant, en 72. Et ça a été une tragédie incroyable dont ma famille et moi, on ne s'est pas trop remis. Voilà. Et en plus, finalement, il n'y a jamais eu d'excuses ou il n'y a jamais eu de compensation. Incroyable. La compensation, à la limite, ma mère... nous, on n'en voulait pas. Oui. Comment vous allez quantifier la vie d'un enfant ou d'un frère? C'est pas possible. Il avait 30 ans. Il avait 30 ans à l'époque. Et... Il allait être papa. Ouais, et puis surtout, ce qu'on aurait aimé, c'était au moins des excuses. Quand vous pensez que vous bousculez quelqu'un dans la rue, vous excusez, alors là, vous assassinez quelqu'un et ça passe par perte et profit. Comment c'est possible? Et les coupables ont été jugés? Les pieds nickelés de l'époque ont été jugés, arrêtés, condamnés. Mais bon, c'était tellement une affaire
international et qui nous dépassait tous. Hein. Et il y a beaucoup d'autres révélations dans ce livre, Chico sous les étoiles gitanes, ma vie avec les gypsies, chez Robert Laffont. Merci de l'avoir écrit. Et puis on va continuer à parler de vous avec la musique et avec des concerts encore d'un genre très particulier. Et on va les évoquer à travers la date de la sortie d'un album dans quelques instants sur Sud Radio, le 8 novembre 2024, avec Chico. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chico. Donc une double actualité, ce livre dont on a parlé, très émouvant, où vous racontez pour la première fois. Et puis le 8 novembre 2024 est sorti un album de Noël tout à fait inattendu, un album de chants sacrés de Noël, parmi lesquels celui-ci. Chico et les gypsies, Dios te salve Maria, premier titre de cet album. Pourquoi un album de chants sacrés? On s'attendait à tout sauf à ça avec vous, Chico. Mais d'abord, j'adore ces chansons. Et puis, en ce moment, on fait une tournée dans les églises. Et puis, on s'est dit que le minimum, ça serait de faire quelques chansons qui s'adaptent au lieu. Parce que, par respect pour le lieu, bon, nous, on chante nos chansons de fête ou de moins fête, mais c'était bien d'avoir des chansons de chants sacrés. Et on s'est mis à l'enregistrer, et franchement, c'était magnifique. Et comment c'est venu les concerts dans les églises? Ben, les concerts dans les églises, c'est un ami à moi qui est notre régisseur et qui m'a proposé d'essayer de jouer dans les églises, ce que lui faisait déjà avec des artistes. Et on l'a fait l'année dernière, on a fait 3-4 dates pour voir comment ça se passe, mais ça a été une révélation. C'est-à-dire? Mais les gens étaient tellement enthousiastes de notre présence, et nous, on a adoré. Et puis moi, j'adore les églises. Je vais dans tous les pays, quand il y a une église, j'y vais, je mets un cierge, j'adore regarder les vitraux. Voilà, je sais pas, ce sacré et ce spirituel, ça me touche. Il y a une âme particulière, il y a un son particulier dans les églises? Oui, il y a vraiment, il y a une âme, et puis le son est vraiment particulier. Nous, on met une petite sono, mais d'appoint, c'est pas comme si on était au Zénith, pour que tout le monde en profite, mais c'est magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on ressent quand on joue dans une église par rapport à une salle normale? Ah ben écoutez, c'est le retour des gens qui viennent nous voir à la fin et qui nous disent, mais vous savez quoi, vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait rire et vous m'avez fait danser. Je crois qu'on ne peut pas avoir plus beau compliment. Moi, je me souviens d'avoir fait un spectacle un jour dans une église. C'était à Nice, à l'église de Nice. Et à la fin, le curé nous a dit, écoutez, je fabrique un excellent pastis en privé, je vous en offre une bouteille. Un curé qui fabrique du pastis en louche dé. Magnifique. Mais par contre, nous, les curés venaient nous voir et nous disaient à la fin des concerts, mais mes enfants, vous revenez quand vous voulez, les portes de l'église vous sont ouvertes. Et donc, vous avez fait beaucoup d'églises. Il y a plein d'églises en France qui accueillent des musiciens. C'est énorme. Énorme. Il y a beaucoup d'églises, mais nous, on a fait une quinzaine de dates, mais incroyable. Et puis, je sais pas, il y a une espèce de ferveur, de spiritualité. On voit les gens qui sont pas forcément chrétiens, qui viennent dans ces églises-là, et moi qui suis pas chrétien, et justement je suis un exemple de fraternité. Je viens chanter la paix, l'amour, voilà, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, il se trouve que Nicoletta a ouvert la voie avec le gospel. Personne n'y croyait. Elle a fait plus de 200 concerts, je crois, dans les églises, et c'est une autre façon de travailler qui est de plus en plus prisée. Ah, franchement, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que le lieu s'y prête. Mais bon, en même temps, c'est parce qu'en rajoutant les chansons qu'on a fait, c'est magnifique. Alors pourquoi des chants sacrés de Noël, Chico? Parce qu'on s'adresse quand même à des gens qui viennent dans une église, et nous, par respect pour l'endroit, on se devait au minimum de chanter quelques chansons, de reprendre la prière, de prendre l'Ave Maria, de la bénédiction, mais c'est magnifique. Et il fallait faire une sélection. Oui, alors il y a beaucoup de textes, je dirais, mais ce qu'on a vu, ce qu'on a pris et ce qu'on chante, il faut le voir pour le ressentir. Alors justement, il y a des chants en français et en espagnol. Des chants français et en espagnol, ben oui, par exemple, la prière, c'était important de la faire en français. Mais c'est ça un peu la force de notre groupe, c'est qu'on a une façon d'adaptation assez incroyable. Alors cet album est sorti, et il y a aussi un autre titre qui est un classique des chants sacrés, c'est « Entends mon cœur ». Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour
c'est assez étonnant d'entendre ça. Ça s'est jamais fait. Non, ça s'est jamais fait. Nous, on est contents d'être les premiers parce que voilà, c'est un chemin un peu original qu'on a pris et je suis très heureux parce que dans mon cœur, en fait, c'est que des chansons d'amour et la vie, elle devrait être que comme ça. Oui, en même temps, il faut des arrangements particuliers. Ouais, mais alors justement, ces chansons, à la base, ces paroles, c'est quand même des diamants. Il leur faut le contexte pour les mettre encore plus en valeur et puis que le ressenti de ce qu'on dit soit très fort et c'est ce qui se passe. Et le rythme gitan, justement, adapté à des chants sacrés, c'est pas évident, Chico. Mais vous avez vu comment vous avez aimé ? Oui, oui, mais il faut le faire. Ouais, non, mais il faut oser. En même temps, c'est ça, il faut oser. Moi, j'aime bien aller là où on nous attend pas et faire des choses un peu improbables, mais qui, à l'arrivée, c'est magnifique. Mais c'est compliqué à faire ces arrangements ? Franchement, non. Non. Avant de les enregistrer, vous savez, on les chante pour nous autour d'un repas et tout. Mais c'est tellement évident. Alors, dans cet album, il y a aussi un autre classique, c'est Alléluia. Là aussi, c'est un classique, hein, Alléluia. Ah, c'est magnifique, mais vous voyez les voix que vous entendez quand même, la chance que j'ai dans le groupe, c'est qu'il y a 4 chanteurs, il y a un soliste magnifique, et il y a un violoniste, c'est un génie, et ça aussi c'est important. Et c'est né comment cette idée de faire Alléluia ? C'est le classique de Leonard Cohen ? C'est ça, on a voulu justement regarder un peu très large et ça nous paraissait évident de reprendre Alléluia. Tout le monde chante et puis elle est tellement connue cette chanson. Oui, et c'était pas évident pour Leonard Cohen. Il a cherché pendant des mois la bonne version du texte. Il a fait 80 couplets avant de choisir les 5 couplets. Il se cognait la tête contre les murs tellement il ne trouvait pas les paroles et la mélodie qui allaient avec. Vous vous rendez compte qu'il nous l'a servi sur un plateau ? Voilà, et il y avait 2 carnets de notes qui sont pleins de paroles qu'on ne verra jamais puisqu'il a choisi celle-là. Et c'est vrai que ça aussi, il faut des musiciens particuliers. Ce sont des musiciens avec qui vous travaillez depuis des années ? Alors, il y en a qui sont là depuis des années, et puis d'autres qui sont... Regardez, il y a mon fils Mario qui nous accompagne depuis quelques mois, et on est en plein dans la transmission, et puis... c'est pas le nombre d'années qui fait que les musiciens sont bons ou pas, c'est la qualité et leur cœur qui fait que ça se passe bien. Oui, mais cette troupe, elle vous est fidèle à l'inverse de la précédente. Oui, elle nous est fidèle, mais bon, ça change un peu, mais l'important c'est de garder toujours la même âme. Alors, dans cet album, il y a aussi des classiques que pour moi ne sont pas un chant sacré, mais qui sont très importants. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Vive le vent, chanson. Ouais, mais voilà, vive le vent. C'est parce que cette tournée, on l'a fait dans la période de Noël. On se devait de chanter des chansons de Noël. En fait, ce sont des chansons qui sont fédératrices et que tout le monde connaît. Et elle remonte à votre enfance, la connaissance de ces chansons ? Magnifique. Enfant, vous connaissiez ces chansons ? Oui, ben on a tous été bercés par ces chansons. Et Jingle Bells, Vive le vent. Vous savez que c'est Francis Blanche qui a traduit les paroles de Vive le vent. Il débutait, il avait besoin de cachet, il allait l'après-midi chez un éditeur et il traduisait la chanson américaine en quelques minutes et c'est devenu Vive le vent. Mais c'est quel artiste ? Voilà. Mais c'est vrai que ça aussi, ça fait partie des choses qu'on apprend aux enfants. En famille, vous chantez ces chants en dehors de la scène, en dehors de l'église ? Ben oui, parce que les enfants, c'est des chansons comme ça qui fédèrent les enfants et tout le monde se fait la fête autour du sapin. On a des souvenirs merveilleux. Alors le problème, l'hiver, c'est pas évident pour les gitans puisque les roulottes, il fait froid dedans. Ouais, mais on y adapte des petits sapins et puis quand le cœur est chaud, il n'y a pas de souci. La tradition de Noël chez les gitans, qu'est-ce que c'est, Chico ? C'est la réunion de famille, c'est faire un repas, c'est chez les gitans, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la musique en permanence. Oui. Et du coup, tout le monde vient faire la fête. Puis on ne s'invite pas, tout le monde vient, la porte est ouverte. Voilà. Mais il n'y a pas un repas traditionnel, il n'y a pas un menu traditionnel avec la bûche, la dinde ou autre chose ? Si, il y a tout ça, plus le reste. Plus les 13 desserts. Des fois, il y en a plus ou moins, mais il y en a beaucoup. Parce que les 13 desserts correspondent à la tradition provençale. En Provence, c'est ça. Hein. C'est les 13... C'est 13, pour moi qui suis né un 13, ça a une valeur. Exactement. Alors, il y a aussi un autre morceau qui est le classique des classiques que vous avez repris à votre façon. Ave Maria,
Maria dans les églises, on l'entend, mais je pense qu'on l'a jamais entendu comme ça, Chico. Oui, c'est vrai, mais c'est magnifique. Hein. La version est magnifique. Et puis, l'Ave Maria, c'est tellement... voilà, on a tous l'Ave Maria dans notre cœur. Je me souviens du mariage d'Yves Mourouzi à Nîmes chez Jean Bousquet. Et dans l'église, quand il a épousé Véronique, Aznavour est monté sur scène pour chanter l'Ave Maria. Et moi, j'étais dans les jardins de La Fontaine à l'époque. Hein. Oui. Et c'était magnifique. Hein. Charles Aznavour aussi, voilà, c'est Charles. Charles Aznavour, qui dans les moments difficiles, vous êtes toujours resté fidèle, Chico. Ah, c'était mon grand ami, c'était mon grand frère. C'est lui qui nous montrait des chemins incroyables et toujours la belle parole, toujours le bel exemple. Il nous manque. Hein. Oui, c'est-à-dire que vous l'avez pendant les années où il a vécu à Mauriès, vous l'avez vu toutes les semaines. Bah, on se voyait plusieurs fois par semaine et puis c'est une vraie amitié incroyable. Oui, et c'était un personnage tout à fait étonnant parce qu'il y a le chanteur, mais il y a l'homme qui était un bon vivant comme on ne l'imaginait pas toujours. Charles, c'est ça. Il avait un humour incroyable et puis surtout il était curieux de tout. Et puis il aimait la fête. Hein. Charles, moi, il me téléphonait, il me disait, tiens, le week-end prochain, tu fais quoi? Rien de spécial, mais il me disait, je vais en Tunisie pour inaugurer une chaîne de télévision, et hop, on partait avec 2-3 musiciens, on faisait la fête là-bas. Vous l'appeliez pour un déjeuner, il venait tout de suite. Ah ben incroyable, et puis vous savez qu'il faisait sa célèbre huile d'olive, oui. Et c'était surtout prétexte à faire la fête au moment de la cueillette. Voilà. Et il avait fait pousser dans son jardin, et même planter dans son jardin 700 oliviers, et il se baladait avec une petite voiture de golf pour passer de l'un à l'autre. Voilà, ben souvent moi j'allais avec lui. Hein. Je lui disais, mais Charles, tu te rends compte de tous ces oliviers? Il me dit, ouais, mais tu vois, je les ai mis... Comme je n'avais pas le temps de les voir grandir, j'ai pris des oliviers de 30 ans. Voilà. Incroyable. Et il est incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, et c'est une chanson de Noël tout à fait d'actualité, qui est dans cet album, c'est Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Ça, c'est le chant de circonstance. Ça, c'est le classique, vraiment, c'est pour dire joyeux Noël et bonne fête à tous. Voilà, et joyeux Noël, vous allez peut-être le passer aussi au patio, parce que vous avez aussi, et vous le dites dans ce livre, recréé un lieu sur un terrain totalement abandonné, qui est devenu un patio où on fait la fête tout le temps. C'est un gypsy village, je dirais, avec 3 salles, dont une vraie salle de concert, et puis là, on organise des fêtes magnifiques. Nous, le groupe, une fois par mois, on y est. Et les gens réservent, ils viennent, je sais pas, il y a des gens qui font 1000 km en voiture pour venir passer la soirée. Je suis toujours stupéfait et heureux de les accueillir. C'est un lieu que vous avez vraiment repris et construit. Ah, complètement, c'était une friche industrielle et j'en ai fait un lieu de vie et de fête et de partage. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Là, le 31 décembre, c'est la fiesta. Enfin, c'est toujours la fiesta. Alors, il y a cet album de Noël, de chants sacrés. Il y a ce livre, Chico, chez Robert Laffont. Et l'avenir, maintenant, Chico? Alors, l'avenir, c'est toujours des moments merveilleux. Mais pour moi, l'année prochaine, ce qui me tient à cœur, c'est que le 24 mai, au Palais des Congrès à Paris, on va faire un concert magnifique accompagné par un symphonique de 80 musiciens. Et ça, pour moi, c'est un des projets qui me tient à cœur. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben c'est vraiment la rencontre de la musique classique avec la musique gypsy. Et par expérience, parce qu'on l'a déjà fait par petits bouts, là, ça va être une première mondiale. Et vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est-à-dire qu'au milieu de tous les ennuis que vous avez eus, vous continuez. Vous n'avez jamais baissé les bras, Chico. Mais c'est que je ne peux pas les baisser parce que la vie est tellement belle. Pour moi, je crois que la vie, c'est un cadeau. Il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur et dire merci Seigneur. Et un cadeau de Noël, ou 2 cadeaux de Noël, c'est ce livre Sous les étoiles gitanes, Ma vie avec les gypsies, chez Robert Laffont, et cet album de chants sacrés qu'on fredonnera ou qu'on écoutera autour du sapin. Merci Chico, et continuez comme ça. Merci, à très bientôt. À très vite. Et bonne fête. Et joyeux Noël. À très vite, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.